Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Je remercie les organisatrices des rencontres francophones du livre audio, Cécile Pajezinski, ainsi que le PILEN, c'est pas lancé, le PILEN, en particulier Philippe Goff, de m'avoir proposé de présenter mes recherches. Contrairement à beaucoup d'intervenants, je ne suis pas un producteur de livres audio, de contenu audio. Je suis venu vous présenter un essai que je prépare. C'est sur la mise en son de la bande dessinée. Et donc mon espoir en venant ici, c'est de recueillir vos avis, vos expertises, et vos avis notamment pour constituer mon corpus. Donc je suis chercheur postdoctorant à l'Université de Gand en Belgique. Je fais partie d'une équipe, j'ai une formation littéraire, je fais partie d'une équipe littéraire financée par l'Europe. Mais la perspective ici, c'est celle de l'histoire culturelle. Donc ce projet-ci est dans le prolongement de ma thèse, La bande dialoguée, qui était une étude des dialogues de bande dessinée au 19e et jusqu'à la moitié du 20e. Et une intuition de cette thèse, c'était qu'il y avait eu, au moment où la bulle s'impose chez nous, une oralisation, un phénomène d'oralisation de tous les médias. Et c'est une chose que les Américains avaient anticipée à la fin du 19e siècle, avec cette fameuse planche très connue qui est fondatrice pour l'introduction de la bulle aux États-Unis, de Haute Colt. On a quelque chose de comparable chez nous, c'est la slide suivante, dans la bande dessinée d'Hergé, Tintin au Congo. Voilà, où on voit le héros, c'est une scène assez célèbre, où on voit le héros épier une conversation qu'il enregistre sur un disque et simultanément il la filme sur une pellicule, donc c'est une nouvelle technologie pour l'époque. Mais par contre, il organise la diffusion de ce film-là en 2 temps. Il va d'abord faire écouter le disque au public et ensuite seulement montrer les images. Donc la désynchronisation des deux présentations, des deux diffusions, montre en fait que la bande dessinée est déjà capable de faire ça, de faire une diffusion synchronisée audiovisuelle, alors que les médias, au balbutiant, ne parviennent pas à le faire. Les limites en fait de cette thèse, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est qu'on ne sait pas très bien comment les lecteurs font pour synchroniser le texte et l'image. On les a très peu étudiés. Et puis on n'a pas non plus étudié les productions sonores réelles, littérales, qui sont tirées de la bande dessinée. Donc ça, c'est ce que je voudrais faire dans ce nouveau projet, qui est un livre qui paraîtra aux impressions nouvelles, Écoutez la bande dessinée. Les postulats du livre, c'est que la bande dessinée, c'est un média artistique multimodal, donc texte-image, iconotextuel, et c'est aussi un média artistique intermédial, c'est-à-dire qu'il est en constante interaction avec toutes sortes d'autres médias, que les lecteurs baignent dedans, et c'est le cas depuis les années 30, qui sont contemporains. Donc pas seulement la littérature, mais aussi la musique, c'est très visible sur l'exemple ici, qui a une interaction intermédiatique permanente. Les autres postulats, c'est que la bande dessinée, c'est une production matérielle et qu'il faudrait tenir compte de cette dimension matérielle, qu'elle soit livresque ou numérique, et aussi qu'elle s'inscrit dans la culture matérielle des lecteurs, parmi tous les autres objets du quotidien. Et donc, par conséquent, qu'elle s'adresse à tous les sens, non pas seulement la vue, mais aussi l'ouïe et le toucher, mais c'est pas tellement étudié. Et puis, 2 derniers postulats. La bande dessinée, elle est née avec la modernité, avec la culture médiatique dès le 19e, mais elle s'est développée beaucoup au 20e. Elle témoigne de cette culture médiatique, cette culture sonore. Et donc, elle comporte aussi une dimension sonore effective. Elle donne lieu à des créations sonores, comme on l'a vu sur la slide précédente. Le livre va se structurer en 3 parties, donc il est en cours d'écriture. Lire la bande dessinée à voix haute, enregistrer la bande dessinée, accompagner la bande dessinée, ce que je vais vous présenter à présent. Donc c'est vraiment un livre qui s'intéresse à des productions acoustiques, et donc pas à des productions audiovisuelles qui ont une dimension acoustique. Ça peut être des productions qui utilisent des albums, par exemple la lecture d'une bande dessinée à un enfant en utilisant l'album, mais sinon c'est essentiellement des contenus comme des chansons, des audiolivres ou des choses comme ça. Alors dans la première partie, je vais m'intéresser à la lecture orale de la bande dessinée en direct, sans réécriture préalable, mais sans exclure une part d'improvisation, de commentaires. Ça comprend les pratiques de lecture adulte-enfant, les projections racontées par un projectionniste, comme ça existait dans le cadre scolaire, avec une voix-over, parfois des bruitages improvisés en direct, ainsi que ce qu'on fait beaucoup, ce que je fais maintenant, les commentaires experts de planches lors de séminaires de recherche. Alors l'exemple que je vous montre, en allant très très vite, mais c'est celui d'un mouvement de jeunesse qui était catholique, qui était associé à un journal, Cœur Vaillant, qui a existé de 1929 à 1963. Les enfants étaient encouragés à fonder des sections locales dont le but était de vendre le journal. En fait, c'était des propagandistes, ils s'appelaient comme ça.
Et donc la façon de faire était de lire le journal à voix haute aux autres enfants. Et il y a beaucoup de BD qui mettent en scène ces pratiques qui sont effectives. La deuxième partie du livre, c'est sur l'enregistrement de la bande dessinée. Donc là, ça rejoint enfin le thème de ces rencontres. Donc c'est à la fois l'interprétation d'un récit de bande dessinée pour l'enregistrer, donc ce qui nécessite une réécriture, mais aussi sa réception différée, réitérable, par des auditeurs, ou pas forcément, ça peut être par la radio, dans le cas des feuilletons radio, des chansons, des audiolivres, des livres-disques. L'exemple ici, c'est celui de la série d'audiolivres. Vous avez vu précédemment la pochette d'un des audiolivres les plus célèbres de la bande dessinée avec la marque jaune. Dans la même série, il existe Alix l'Intrépide, une série très connue. Et vous voyez la différence entre la retranscription de l'audio et la case de bande dessinée qui fonctionnent très différemment. Puis c'est presque fini, là je vous présente la troisième partie qui est à peine ébauchée, sur les bandes son qui accompagnent la bande dessinée. Je n'ai pas encore vraiment d'exemple à donner, mais je pense que ça se développe avec les pratiques de BD vidéo et d'autres bandes dessinées numériques sonorisées aujourd'hui. L'exemple le plus connu, celui qui était dans la slide précédente, c'est Barney et la note bleue. C'est une bande dessinée qui raconte la vie d'un jazzman dans les années 80, qui a été accompagnée par le jazzman par une bande son créée pour la bande dessinée, et qui permettait d'écouter la bande-son tout en lisant la bande dessinée. Et voilà, ça a été réédité, c'est un exemple très connu. Donc en somme, c'est un livre qui va étudier comment les bandes dessinées peuvent être adaptées en œuvres acoustiques de tout type, pas seulement les audiolivres, qui va explorer la foisonnante histoire sonore du 9e art à travers ses adaptations acoustiques, étudier comment les sons ouvrent des possibilités et imposent des contraintes à ce média, qu'on considère généralement comme visuel. Donc c'est un peu bizarre d'adapter une bande dessinée, un art visuel, en audiolivre, et pourtant ça marche, et ça se fait en fait depuis les années 30 au moins. C'est les exemples les plus anciens que j'ai d'enregistrement. Voilà, toute suggestion serait bienvenue pour compléter le corpus, surtout que là j'ai montré des exemples du 20e, mais ce serait bien que dans la suite j'aille un peu plus près d'aujourd'hui, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, ça donne envie d'en découvrir plus. C'est gentil. Je vais maintenant inviter Emmanuel Zoll à nous rejoindre, donc en charge de l'action culturelle à l'IRCAM. Bonjour à toutes et à tous. Merci Cécile pour l'invitation et pour cet exercice. Donc, de présentation. Donc, je suis Emmanuelle Zoll, je travaille à l'IRCAM à Paris, donc il y a un organisme associé au Centre Pompidou. Je vais en dire quelques mots, et donc je suis responsable de l'action culturelle, c'est-à-dire tout ce qui ne concerne pas la salle de concert et des concerts de musique contemporaine pour le public, donc toutes sortes d'actions différentes qu'on met en place. Mettre en place il y a 3 ans à l'IRCAM, et il s'agit de fiction sonore immersive qui permettent de placer l'auditeur au cœur du récit. Et donc on a voulu déplacer un peu la création sonore. Voilà, mais je vais d'abord vous dire quelques mots sur l'IRCAM. L'IRCAM est un organisme associé au Centre Pompidou, qui est à côté du Centre Pompidou, sur la place Stravinsky. Voilà, c'est le bâtiment en briques rouges, et qui a été fondé donc en 1977 par Pierre Boulez, en même temps que le Centre Pompidou. Donc l'IRCAM, l'acronyme, I comme Institut de recherche et de coordination acoustique musique. Donc c'est un lieu avant tout de recherche qui abrite une unité mixte de recherche dont les tutelles sont le CNRS et Sorbonne Université et l'IRCAM. Et donc cette équipe de recherche travaille voilà, sous la fontaine Stravinsky. Le cœur de l'IRCAM, c'est voilà, au sous-sol. Et cette équipe de recherche qui travaille sur la recherche fondamentale, sur le son, la création sonore, comme la synthèse vocale, les interactions entre mouvement et son, ce que fait le son sur le cerveau humain, la perception et le design sonore, la
recherche sur l'acoustique, de la recherche sur la musicologie actuellement. Et voilà, donc une salle de concert aussi au 3e sous-sol, complètement sous terre, donc, qui permet de modifier l'acoustique. Donc une salle qui peut accueillir 300 personnes, qui vient de réouvrir en janvier dernier, et qui permet donc vraiment la fabrique des rêves sonores, de mettre en place une acoustique toute comme si on était dans un petit studio, ou alors une cathédrale. Et des concerts aujourd'hui, des esthétiques qui s'ouvrent aux musiques actuelles, avec la venue d'artistes de la scène électro, et qui permet aujourd'hui d'utiliser les technologies développées à l'IRCAM au service du plus grand nombre, et donc d'accroître la diffusion et le nombre de spectateurs. C'est un institut de recherche et de transmission et de pédagogie. Donc, il y a un master, des élèves, des étudiants qui travaillent sur le traitement du signal. Il y a un cursus de composition pour initier les compositeurs à l'informatique musicale, un centre de ressources sur la musique assistée par ordinateur. Voilà, c'est pour planter un peu le cadre. Et donc on dit que l'IRCAM, c'est la fabrique des rêves sonores. Donc c'est un lieu unique qui associe la recherche dans le domaine sonore et les artistes pour faire de la création musicale et des projets, non seulement en France, mais en Europe et parfois sur le continent américain. Voilà un exemple de studio qui comporte un dôme ambisonique, et j'en viens donc au musée de fiction. L'idée était d'associer, dans ce travail qu'on commence à mener, littérature et musique, et de trouver des nouvelles formes d'écriture sonore, c'est-à-dire de ne pas utiliser la musique comme une simple décoration ou un accompagnement, mais de faire en sorte qu'elle soit en elle-même un langage qui prolonge l'écriture littéraire dans sa forme audio. Et donc, on a décidé, donc, on fait une sorte de podcast, mais qui sont des adaptations d'œuvres littéraires, d'œuvres de littérature contemporaine, des écritures contemporaines. On met en avant des auteurs et des autrices vivants. On fait une commande à un compositeur, on demande à un réalisateur ou un metteur en scène. Là, vous voyez, c'est le catalogue des pièces sur lesquelles on a travaillé. Il y en a 9 à ce jour qui sont produites. Donc on a travaillé avec des autrices comme Marie-Lise de Kerangal, Marie Diaye, Lydie Salver, Nastasia Martin, Céline Minard. Et on a adapté deux œuvres plutôt dramatiques, qui sont Nostalgie de 1875 de Anya Helling et The Great Disaster de Patrick Kerman. Donc ce sont plutôt des pièces de théâtre. On peut avancer. Voilà, donc ça c'est un studio pour mixer à l'IRCAM qui est encore dans son jus, années 70. On dirait vraiment... un vaisseau spatial. Oui. 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais voilà, il est encore... il faut savoir que c'est un bâtiment classé, donc qui a été conçu par Enzo Piano, et qu'on ne peut pas changer même la moquette voilà, sans l'autorisation des architectes. Voilà, c'est pour le... Voilà, donc on travaille évidemment en studio, on fait tout sur place, de l'enregistrement des voix, au mixage, au montage, à la spatialisation, dans les studios de l'IRCAM avec les ingé-sons et les réalisateurs en informatique musicale, pour créer donc ces fictions sonores qui font entre 50 minutes et 1h30 pour la plus longue. C'était l'adaptation de Naissance d'un pont de Marie-Lise de Kerangal. Et j'en viens à la façon de les diffuser.
on a décidé de travailler sur un principe d'écoute collective, d'écouter ensemble ces contenus sonores et de créer une véritable expérience à la fois d'auditeur, mais aussi une expérience sensorielle, parce qu'on sait que certains sons, quand ils sont transmis autour de nous, créent une sensation corporelle, et l'idée c'est d'être vraiment immergé dans un contenu sonore, immergé dans le texte. Alors ça c'est le premier dôme qu'on a conçu, donc c'était très très lourd, il y avait 3 grosses scènes, il pouvait s'installer que sur des grosses scènes de théâtre, avec 3 jours de montage, on a fait ça au Centre Pompidou, c'était très fastidieux, impressionnant comme résultat, mais fastidieux. Et depuis, avec l'équipe de recherche qui travaille sur l'acoustique, on a fabriqué un dôme autoporté, voilà, qui a la forme d'une géode sur laquelle sont fixés une quarantaine de haut-parleurs, des projecteurs pour accompagner avec une création lumière le contenu qu'on fait écouter. Et donc les haut-parleurs sont répartis de manière homogène tout autour. Et voilà, les auditeurs sont assis sur des chaises qui tournent. Donc ça permet soit d'écouter en commun si on est venu à plusieurs et puis de partager peut-être par un regard un moment de connivence, ou si on préfère s'isoler, on peut se retourner et décider d'écouter tout seul. Il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière, en fait il n'y a pas de bonne ou mauvaise place, en fait on est complètement entouré par les sons. Voilà, c'est une photo de séance qu'on a fait au mois de mars dernier à l'IRCAM. Et donc ce dôme autoporté est beaucoup plus léger, on peut l'installer en une journée et il peut prendre place dans des lieux, il faut 100 mètres carrés et quand même une certaine 5 mètres de haut sous plafond, mais on peut l'installer dans des lieux qui ne sont pas équipés pour accueillir des spectacles. Après c'est une économie du spectacle vivant, hein. On propose ce dôme comme on ferait tourner un spectacle, mais on peut faire plusieurs séances évidemment dans une journée, un petit peu sur le modèle d'une séance de cinéma, mais pour l'audio. Et donc on peut dire que c'est un dispositif visionnaire, dans le sens où il fabrique des visions. C'est-à-dire qu'on propose aux auditeurs de se fabriquer eux-mêmes leurs images et d'écouter tous ensemble. Là on voit de près des expériences d'auditeurs qui peuvent fermer les yeux ou pas. Voilà, avec la lumière. Alors, on a évidemment aussi adapté tous ces contenus au casque, en format binaural, et on peut aussi les écouter au casque, qui sont sur une plateforme dont on ne cite pas le nom depuis ce matin. Voilà, mais on ne va pas forcément renouveler l'expérience parce qu'on n'a pas été forcément convaincus de la façon dont ils sont éditorialisés, justement. Voilà. Juste une petite question, Emmanuel, pour assister à ces expériences sonores sous dôme, où est-ce qu'on peut trouver la programmation, les dates? Alors les dates sont sur le site internet de l'IRCAM. La prochaine fois qu'on installe le dôme et toute la collection, ça sera pour l'ouverture de la saison de la future Cité de la francophonie à l'Hilaire-Cotteret. On va présenter l'intégralité de la collection. Et puis ensuite, on va jouer au mois de mai 2024, on va installer le dôme à Reims. On est en discussion avec Marseille, enfin avec plusieurs villes, des lieux culturels. Voilà. Ça a été un peu, la diffusion a été un peu retardée à cause du Covid, enfin voilà, ça reprend maintenant. Excusez-moi, le nombre de personnes sous le dôme 40, entre 35 et 40. Et donc vous pouvez aussi vous adresser à des
commune plus petite en fait que Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Et puis pour clore cette première journée, je vais inviter Marie-Michel, que vous avez entendu, voilà, j'étais en train de chercher des yeux ce matin lors de la table ronde, donc pour les éditions Jeunes Malgaches. Merci Cécile. Merci encore pour la plume de Paul de m'avoir invité à ces rencontres vraiment intéressantes. Donc moi, je vais vous parler de ma maison d'édition et de tout ce qu'on fait, en fait autour de la promotion de la lecture à Madagascar. J'ai créé la maison d'édition Jeunes Malgaches en 2004. Elle est spécialisée jeunesse, voilà, et nous comptons aujourd'hui une centaine de titres au catalogue publiés en malgache, en bilingue français-malgache et en français. Au fil des années, nous avons grandi et publié en fonction des besoins des enfants qui lisent nos livres. Si au départ, nous n'avons eu que des livres papier, petit à petit, nous avons créé d'autres supports comme le numérique, l'audio, le braille, le tissu, le livre interactif et la vidéo en langue des signes. Si on veut instaurer une habitude de lecture, on doit commencer l'apprentissage dès le plus jeune âge. Nous avons donc développé des collections écrites par des auteurs et illustrateurs malgaches, bien évidemment. Pour les petits, ce sont des livres uniquement en malgache. Après, pour le primaire, nous avons développé des livres en malgache et en bilingue français-malgache. Et pour le collège et le lycée, ce sont 2 collections en français. Voilà, dans un contexte où, je l'ai dit ce matin, 80% de la population n'ont pas le pouvoir d'achat, notre clientèle est composée essentiellement d'associations et d'ONG. Et j'ai raconté ce matin que, je ne sais plus, j'ai fait une étude en fait sur les dons de livres pour la période 2003-2007 dans un premier temps, où donc j'ai pu mettre en lumière en fait avec des chiffres le ravage des droits, des dons de livres sur la lecture et l'édition malgache. Donc vous voyez un peu les chiffres et en fait ces livres-là viennent essentiellement de France et des dom-toms et la majorité ne correspond pas du tout aux besoins des lecteurs malgaches. Et je fais partie d'un réseau qui s'appelle Alliance internationale des éditeurs indépendants, qui m'a aidé à monter un plaidoyer international pour discuter avec les associations qui envoient ces livres, parce que les livres sont envoyés sans concertation avec les bénéficiaires. C'est pour ça qu'ils ne correspondent pas du tout aux besoins des lecteurs. Et je tiens à souligner que moi je dis fléau, hein, ce fléau touche toute l'Afrique. Pour aider les donatrices françaises à mieux connaître nos livres, nous avons organisé donc plusieurs conférences et participé plusieurs fois aussi au Salon du livre jeunesse de Montreuil et de La Réunion, parce que beaucoup disent qu'il n'y a pas d'édition à Madagascar pour justifier en fait l'envoi des dons. Donc il fallait vraiment leur montrer les productions, en disant voilà, il y a quand même des livres à Madagascar, il ne faut pas dire le contraire. Si on veut atteindre les enfants, il faut d'abord comprendre le système dans lequel ils sont éduqués. Le livre n'étant pas du tout la priorité du ministère de l'Éducation nationale malgache depuis ces 15 dernières années, seules les associations sont conscientes de la difficulté des enfants et des enseignants à étudier sans livre. Donc là, vous avez vraiment les chiffres, 83% de malgachophones, 80% des enfants dans les écoles primaires publiques où il n'y a pas de livre, donc tous les chiffres montrent qu'en fait, vraiment la difficulté pour nous aussi de s'insérer en fait, dans les écoles pour faire la promotion de la lecture. Alors, la commercialisation de nos livres, comme on travaille avec des associations, se fait majoritairement par mail. Parce que les associations ne viennent pas forcément à Madagascar, donc on échange par mail, tout se fait par mail. Ils regardent nos catalogues, on envoie un catalogue, ils regardent, ils choisissent. On les conseille aussi sur ce qui est adéquat pour la cible. Et faute de librairie aussi, on a dû faire ce choix-là, malheureusement. Pour
les livres audio, par exemple, on les a mis en vente en ligne sur notre site pour le local donc. Et en plus, de plus en plus, pendant la pandémie, on a commencé aussi à vendre sur Facebook, sur notre page. Et les clients demandent une livraison aussi, en plus de ce nouveau moyen d'achat. Comme je le disais aussi ce matin, l'apprentissage du français est problématique à Madagascar depuis toujours, parce que ce n'est pas une langue que la population utilise dans la vie quotidienne. Et en plus de cela, la majorité des enseignants n'ont pas non plus le niveau adéquat pour l'enseigner, donc c'est encore plus difficile. Donc nous, on a décidé de créer donc, les 2 collections que j'ai citées tout à l'heure, qui correspondent au niveau des enfants pour qu'ils arrivent à lire dans cette langue. Donc on parlait ce matin qu'il fallait des livres au niveau des enfants. On ne peut pas éditer sans promouvoir la lecture à Madagascar. Ce matin aussi, je disais qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont jamais vu de livre de leur vie. Donc nous, on a commencé à faire des rencontres d'auteurs dans les écoles publiques depuis 2008. Et puis petit à petit, il y a eu des besoins qui se sont créés. Et puis finalement, comme ça, les rencontres ont tellement augmenté que j'ai dû donc créer l'association Aplen en 2018 avec des bénévoles pour faire des animations lecture en plein air comme la photo pour toucher plus d'enfants en fait. Et là, on apprend vraiment aux enfants à lire les livres, à commencer à toucher l'objet. Et ils sont vraiment nombreux. C'est des séances de 2 heures. Il y a entre 80 et 120 enfants à encadrer. Et on voit vraiment qu'il y a une soif de lecture, mais donc la difficulté, c'est vraiment de mettre le livre dans les mains des enfants. Et donc on tourne dans une douzaine de quartiers, et les enfants sont vraiment assidus. 80% des enfants sont là toutes les semaines. Et nous avons ensuite monté, après 2 ans, nous avons ensuite monté des petites bibliothèques de quartier pour que les enfants puissent continuer à lire, parce que les 2 heures ne leur suffisaient pas en fait. Pour les livres audio, donc ce matin aussi je disais qu'on a commencé à faire les premiers livres en 2016, comme ça, pour faire des animations pendant la foire du livre, mais nous n'avons pas du tout pensé qu'on pourrait aussi les utiliser pour les animations lecture. C'est bizarre, mais c'est comme ça. On s'est vraiment concentré sur le papier, du coup on a oublié que l'audio aussi était une porte ouverte à la lecture. Mais c'était pendant la période Covid que nous avons vraiment pris conscience de leur importance en diffusant ces premiers livres sur une trentaine de radios. Une des activités innovantes de la Plaine aussi est l'animation lecture en milieu hospitalier. C'est une activité qu'on a commencée en 2021. C'est vraiment la première fois que les hôpitaux en fait, accueillent des animations lecture. Et ça donne un peu de loisir aux enfants, ça les aide à oublier la maladie et les parents apprécient beaucoup. Ils peuvent choisir entre un livre papier ou un livre audio. Nous avons une tablette avec les bénévoles pour les enfants. D'après les données disponibles, il y a 180 000 enfants handicapés visuels à Madagascar et ils ne peuvent pas aller à l'école s'ils ne sont pas pris en charge dans des centres spécialisés. Et du coup, donc, nous, on a commencé à travailler avec ces centres-là pour que ces enfants aient accès aux premiers livres en braille qu'on a commencé à faire et aux livres audio. Pareil pour les enfants malentendants, même cas de figure, ils sont scolarisés dans des centres spécialisés. Et au début, nous avons travaillé avec des interprètes en langue des signes pour faire les animations lecture. Et puis finalement, en 2021, nous nous sommes dit on va investir dans les vidéos en langue des signes. Et donc on a commencé à faire une douzaine de vidéos en malgache. Comme nous ne publions que 3 ou 4 livres par an, nous faisons aussi des prestations d'édition pour des organismes internationaux
comme l'UNICEF ou des ONG. En général, nous ne pouvons pas commercialiser ces livres, alors que souvent, certaines associations souhaitent les utiliser. Malheureusement, souvent, ces organismes imposent que c'est pour leur projet, donc ils gardent le livre, alors que déjà, il n'y a pas assez de livres à Madagascar et ça pourrait bénéficier à d'autres structures. Donc, je parlais de l'Alliance tout à l'heure. Donc, au niveau de l'Alliance, nous développons le rachat de droits et la coédition pour améliorer la diffusion de livres en Afrique et pour partager la culture de l'autre. Et depuis 2011, donc, nous avons racheté les droits de 5 livres. Généralement, on a une subvention auprès de l'Institut français ou de l'Organisation internationale de la francophonie pour financer le rachat des droits et des fois aussi pour l'impression, la promotion du livre. Donc c'est vraiment un coup de pouce pour nous important parce que sinon le livre va être très cher si on n'a pas ces aides-là. Et nous avons fait des coéditions aussi entre membres du réseau de l'Alliance. Donc nous, pour notre part, on a participé à 5 coéditions. Alors, on commence aussi à vendre les droits de nos livres. Donc l'année dernière, on a vendu notre premier livre, dont l'auteur est là d'ailleurs, Anne-Marie, Les gestes de premier secours, à un éditeur camerounais. Donc il a édité en 5 langues au Cameroun. Et prochainement, notre dernier livre aussi va être racheté par un éditeur gabonais et un éditeur philippin. Alors, afin de servir la diaspora malgache en livre malgache, nous avons décidé de travailler avec la plateforme YouScript. La diffusion du livre papier à l'étranger est très difficile pour nous, car le coût de transport est exorbitant et les conditions des diffuseurs, notamment français aussi, sont souvent inaccessibles pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de franchir le cap de vendre nos livres, enfin de mettre en vente sur la plateforme YouScript une vingtaine de livres numériques et une vingtaine de livres audio aussi. Alors pour terminer, être un éditeur indépendant dans notre pays requiert beaucoup de courage et de ténacité, mais les perspectives sont nombreuses si on creuse un peu, parce que tout est à faire. Il y a 10 jours, j'ai signé une convention avec un organisme de santé privé pour la diffusion de nos livres dans 9 dispensaires. Donc chez nous, c'est un organisme, les entreprises privées cotisent à un organisme privé, et donc ils ont des dispensaires. Et donc ils ont accepté que nos livres soient diffusés dans les dispensaires et dans les salles d'attente, parce qu'il y a quand même 30 000 enfants en consultation tous les mois. Donc c'est vraiment une opportunité pour nous. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On va finir la journée avec, si vous le souhaitez, encore un petit temps de questions-réponses. Comme d'habitude, j'ai 2 questions. Non, j'en ai une première pour toi. Tu as parlé donc je dirais, un petit panorama historique de la bande dessinée à voix haute, ou en tout cas racontée. Est-ce qu'il existe un centre d'archives, comme en Belgique, nous sommes belges tous les deux, en Belgique, on sait que la bande dessinée native, en tout cas en grande partie en Belgique, est-ce qu'il y a des centres d'archives qui collectent justement ces données, comme il y a un centre national de la bande dessinée à Bruxelles, que l'équivalent existe en tout cas pour archiver le tout. C'est un gros problème justement, c'est un message que je voudrais vous passer aux éditeurs, essayez de garder vos archives et de les donner, je ne sais pas, à l'IMEC, parce que non, justement, il y a une collection à ma connaissance. J'ai contacté Angoulême, le centre belge de la bande dessinée, ils m'ont tous dit on n'a pas de disque, et puis tous, mais j'en ai contacté encore d'autres, m'ont recontacté par après en disant ah si, en fait on en a trouvé, on en avait quelques-uns. Donc ça veut dire que c'est très mal archivé. Je pense qu'il y a des médiathèques françaises, peut-être qu'on m'a parlé de ça, j'ai pas encore pu creuser, qui gardent un peu mieux quand c'est des disques, mais non, j'ai un problème pour constituer le corpus. Les radios par exemple ont très peu d'archives jusqu'à une certaine date. Tous les feuilletons radiophoniques sont perdus s'ils n'ont pas été gravés sur disque 78 tours ou les premiers 33, 45 qui venaient après.
partie de la recherche consiste à constituer un corpus d'œuvres perdues qui n'existent plus que sous forme de partition, de retranscription. Et donc, oui, il y a un patrimoine à sauvegarder. Mais c'est vrai, essayez de garder vos archives parce que c'est un gros souci. Ça vaut de l'or. Surtout que maintenant tout se fait par mail, donc il n'y a pas de réflexe de sauvegarde. Merci. Je vais vous proposer de poursuivre les échanges